Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je participe à la fabrication du fromage le Jack le Chevrier à Saint-Flavien dans la région de Chaudière-Appalaches. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Jacques Mayotte. Bonjour Jacques. Bonjour. Très heureuse d'être ici, donc accompagnée de tes chèvres. Oui, on est bien. C'est quand même assez exceptionnel comme environnement. On est bien accompagnés. Oui. Alors Jacques, tu es le propriétaire exploitant de la fromagerie le Jack de Chevrier. On est en plein cœur de Lotbinière, ici à Saint-Flavien. J'aimerais que tu me parles de ton parcours, c'est quand même, c'est pas banal d'avoir une chèvrerie puis de fabriquer du fromage de chèvre. Alors parle-moi de toi un peu. Je suis fils d'agriculteur. Mon père était dans la vache laitière. Et puis, un de mes frères plus vieux a pris la relève, donc moi, j'ai dû faire autre chose. Donc, je suis allé étudier en administration. Et j'ai travaillé dans d'autres domaines aussi. Et puis, après plusieurs années, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. J'ai décidé d'aller faire un stage en Suisse et en France. Et j'ai fait des stages, entre autres, sur des chèvreries, des petites fromageries artisanales de chèvres. Là, ça a été la réponse de ce que je voulais faire. Pourquoi spécifiquement le fromage de chèvre? Qu'est-ce que ça a de différent de la fabrication d'un autre type de fromage à base de lait de vache, par exemple? C'est entre autres le goût. C'est des fromages qui sont plus goûteux. Il est à la fois doux aussi. Pourquoi j'ai choisi la chèvre? Bien, la chèvre, elle est saisonnière. Elle donne du lait 10 mois sur 12 dans l'année. C'est ce que je voulais. Je voulais pas avoir un travail accaparant à l'année longue. Donc, la chèvre me permettait de faire ça. Oh. Mais elle t'aime, hein? Ça paraît. Jacques, j'aimerais qu'on parle spécifiquement du fromage, donc le Jack de Chevrier, qui est un chèvretin. Toi, tu es un producteur, mais tu ne le fais pas en quantité industrielle, c'est une production très locale. Parle-moi de ce fromage en particulier. Pour moi, faire du fromage, c'est que finalement, on en a pour une vie à développer une recette de fromage. Donc, pour moi, focusser sur un fromage me permettait de l'améliorer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je me suis concentré sur un fromage. Tu m'as déjà dit que des Français étaient déjà venus ici, qui avaient goûté à ton fromage, que même les Français disaient « ton fromage est meilleur que le nôtre ouais. ». Alors, ça vient d'où, cette recette magique? Ton amour, peut-être? Oui, entre autres, mais nous, au Québec, on n'aime pas ça, les fromages trop goûteux. Puis en France, entre autres, les Français aiment beaucoup les fromages plus goûteux, des fromages qui ont du bleu dessus. Eux autres, ils capotent là-dessus. Fait que moi, j'avais une cliente au marché du Vieux-Port à Québec, que je faisais des fromages l'été, juste pour les touristes français, je faisais un fromage pour eux. Je laissais vieillir mon fromage plus longtemps, plus fort. Des fois, il y avait un petit peu de bleu. Eux autres, ils adoraient faire ça. On en a une qui veut participer à l'entrevue. Jacques, tu vas m'initier à l'étape du moulage dans la fabrication donc, de ton fromage. Ouais. En quoi ça consiste, cette étape? Donc, tantôt, vous allez pouvoir assister au moulage. C'est que, vu que c'est une pâte molle qui est à faire, c'est un fromage qui a une procédé qui se fait sur un plus long temps. Et là, Jacques, on est au mois de décembre, on est vraiment dans la fin de ta saison. Alors, c'est quoi les caractéristiques dans cette fabrication, puis le lait aussi? Depuis novembre, on est en un lait de fin de saison. Donc, mes chèvres, actuellement, là, ils terminent leur lactation. Ce qui est intéressant, c'est que le lait de fin de saison, il est plus riche un peu en matière grasse. Donc, c'est des fromages qui goûtent la crème. C'est les meilleurs fromages de l'année, ça, je l'ai dit à mes clients. J'espère que je vais pouvoir en goûter. Sûrement. Donc, je l'ai dit à mes clients, n'oubliez pas, à partir de novembre, c'est les fromages de l'année. Puis, il y a juste les gens qui sont saisonniers comme moi qui peuvent découvrir cet avantage-là dans leur fromage. La caractéristique ou l'avantage, c'est que ça prend moins de lait pour faire la même quantité de fromage. Donc, c'est un lait qui est très rentable en ce moment, en fin de saison. Ben écoute, on va aller découvrir ça dans la fromagerie. On va s'habiller en conséquence, puis on va aller mouler le fromage ensemble. On va aller mouler. Ouais. Jean Clich, je suis originaire de Sainte-Marie. Je suis le président de la corporation du domaine Taschereau depuis 2 ans. Le parc Taschereau est le parc le plus inondable au Québec. Un lieu de nature, culture, où les gens prennent contact avec leur identité.
Maintenant, c'est le nouveau lieu de discussion des riverains, des gens de la région. Alors, si auparavant, les gens allaient sur le perron de l'église, à la sortie de l'église pour jaser, échanger des nouvelles, ça se passe ici. En journée, il y a entre 200 et 300 personnes qui se promènent dans les 7 km de sentiers pédestres, de sentiers de ski de fond l'hiver et raquettes. Beaucoup d'observations d'oiseaux à partir de notre éco-refuge. Alors, ayant 126 sortes d'oiseaux, c'est évident qu'il vient beaucoup de gens. En faisant le parc, on a créé un marais et des aires de reproduction et ça a attiré beaucoup plus d'oiseaux maintenant, là. Le plus connu, le plus aimé, c'est peut-être le grand héron. Alors, il se promène ici fréquemment, alors les gens peuvent facilement l'observer. Un parc très axé sur la nature. Et là, on s'en va vers la culture. De la musique, des contes, de l'art éphémère aussi. Alors, des artistes qu'on invite à créer un art qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, le parc prend une autre dimension. Nature, culture, puis on va bien sûr y intégrer l'histoire. La famille Taschereau a toujours régné ici. Les Taschereau, ce sont des Français qui ont reçu des terres, une concession qu'on appelle une seigneurie. La femme du premier Taschereau est venue ici pour s'occuper de la seigneurie parce que son mari est mort. C'est une femme qui a régné pendant 24 ans ici. Avant la mairie de Mme Plante à Montréal, on a eu quasiment une mairesse. Nous autres ici, là, on peut le dire comme ça, là. La famille Taschereau est célèbre parce qu'elle est la seule qui a produit 11 juges. Il n'y a pas d'équivalent en Amérique du Nord d'une famille qui, au cours des générations, ont produit 11 juges. Alors, la famille Taschereau a été importante. On surprend les gens en disant que le premier club de golf éclairé au Canada, ça avait lieu ici. À chaque printemps, il vient des inondations. Alors, on retrouve des balles de golf qui sont enfouies sous terre. Oui, quand on brasse la terre, des fois, on trouve des balles de golf. Un artiste local, un écrivain, Raymond Baudin, il en est à son 10e livre. Il est parti de 12 lieux qu'il appelle des lieux enchantés, qui l'ont inspiré pour faire des textes de 2 à 3 minutes. Chaque texte est lu par quelqu'un de la région. Alors, les gens se promènent sur le territoire du parc. On scanne le code QR et ça raconte des histoires sur un fait historique, mais on se dirige vers le fantastique. Ça rajoute à l'histoire naturelle du parc, qui est une zone inondable, là. La rivière ici inonde à peu près tous les printemps. La rivière, qui a une largeur environ de 200 mètres, là, elle avait environ 2 km de large. Mais on peut quand même venir dans le parc via un trottoir ponté, 14 pieds de haut. Pourquoi 14 pieds? C'est parce qu'il y a 14 pieds d'eau. Alors, on se promène sur ce parc-là et on est entouré d'eau. On a l'impression d'être sur une île. Alors, l'inondation dure quelques semaines. Là, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, dans le parc, on a des échelles de crue. Alors, c'est une tige métallique où on indique l'eau en moyenne à tous les 2 ans, à tous les 20 ans, à tous les 100 ans. Pour des gens de l'extérieur qui viennent voir ça, ils sont surpris, là. Ils disent, moi, là, je suis dans un endroit où, à tous les 20 ans, il vient de l'eau par-dessus ma tête. J'ose penser que les changements climatiques nous affectent et vont nous affecter éventuellement. On a dû détruire, là, dans les 3 dernières années, 400 maisons. On mêle là, des fois la joie, le plaisir d'aider son voisin, la solidarité, mais en même temps, il y a un petit côté destruction, là. On trouve des moyens. Je suis Louise Brissette, une mère de famille à plein temps, avec 24 enfants à la maison, 10 enfants en Haïti et 3 grands autonomes. Il y en a des plus autonomes, des moins autonomes, mais chacun est aidant.
comme dans une famille ordinaire, chacun fait son petit bout. Alors, c'est ce qui permet qu'on est heureux parce qu'encore une fois, on est ensemble. Ici, c'est de la salle à lavage. Ils sont entraînés dans une responsabilité puis une certaine discipline. Puis ils aiment beaucoup les fêtes, alors c'est sûr qu'ici, on est souvent en fête. On est à Saint-Anselme, dans le rang de la montagne. C'est début décembre, et puis c'est vraiment une tradition. Une semaine avant Noël, on fait toujours une messe de minuit au gymnase, puis les enfants font une petite présentation, un petit spectacle, des chants. Alors là, ils sont au gymnase, tout le monde. Alors, ils sont vraiment dans cet élan du temps des fêtes, là, avec nos belles traditions. On est vraiment, bon, une famille, mais une famille, je dirais aussi, avec les éducateurs, les bénévoles qui viennent. On est vraiment ensemble, puis il n'y a pas quelqu'un qui dit « Bon, on décide, on fait ça, je ». Et ici, il n'y a pas de « je », c'est tout le monde ensemble. C'est toujours agréable parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Alors, ça fait un climat familial très intense, je dirais, très fort, plein d'amour parce que ensemble. J'étais jeune, puis quand il y avait des petits bébés, je demandais aux parents si je pouvais promener le bébé, etc. Puis un petit peu plus vieille, les gens me demandaient de garder. Et puis on m'appelait la mère aux petits dans la rue parce que j'aimais mieux aller promener les enfants que jouer. Alors c'est toujours les enfants, je dirais, qui ont tracé ma vie. Je suis allée en Amérique latine, en Équateur, parce qu'avec le SUCO, Service universitaire canadien Outre-mer, ils avaient besoin de bénévoles. Et puis quand je suis revenue au Québec, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, on parle des années 70, 75, que les enfants handicapés, bon, il y en avait beaucoup qui restaient longtemps à l'hôpital parce qu'on n'avait pas d'endroit pour eux. Parce que moi, bon, j'ai fait la Terre de Feu en motocyclette, j'ai fait le désert du Sahara, mais toujours pour aller aider si on veut. Et dans le désert du Sahara, je voulais rencontrer le Petit Prince. Et puis, à ma façon, je l'ai rencontré. Alors, quand je suis revenue, j'ai dit, bon, je vais adopter un enfant handicapé. On m'a présenté Jean-Benoît, qui est mon plus vieux, qui a 44 ans. Un jour, il m'avait même dit, « Maman, pourquoi tu n'adoptes pas 12 garçons, 12 filles? On ferait des équipes de football, de... » Mais j'ai dit, Jean-Benoît, as-tu pensé 24 enfants? Mais finalement, je n'ai adopté 37, puis il y en a 10 en Haïti. Alors, c'est qu'un moment donné, après le tremblement de terre, on entendait beaucoup parler, bon, qu'il y avait beaucoup d'enfants handicapés, puis qu'on ne savait pas quoi faire avec eux et tout ça. Alors, à ce moment-là, je me disais, Louise, pourquoi tu ne trouves pas de maison là-bas, puis tu fais une famille comme ici? Alors, ça a pris quand même 3 ans. Puis là, on a 10 enfants là-bas, puis les enfants sont heureux, ils vieillissent bien, ils sont très handicapés, mais ils sont heureux. Un jour, c'est un ami prêtre qui avait adopté un enfant handicapé, mais il dit, Louise, toi, tu as plusieurs cadeaux mal emballés. Alors, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'aux yeux du monde, ils sont mal emballés, mais quand tu t'approches d'eux, tu les déballes finalement, tu vois les trésors d'amour qu'ils sont. Ils ne sont pas dans l'avoir, ils sont vraiment dans l'être. J'ai eu le prix Kiwanis International. Mais ça m'a émue. Bien, tous les prix, quand même, je suis toujours émue parce que, bon, c'est une petite vie simple, puis je suis en amour avec la vie et tout ça. Mais là, parce qu'avant moi, c'est Mère Teresa qui l'avait eu. Tous les jours, je m'émerveille de la santé que j'ai. Parce que je ne sens pas le poids des âges. Comme disait une de mes filles, elle avait lu ça quelque part, je suis pas vieille, je suis une adolescente recyclée. J'arrive à 76. Je sais, c'est un don quand même, parce que je suis capable encore de lever tous mes enfants. Là, même Cathy, qui a 39 ans, je la lève comme un... Alors, je trouve ça fantastique, là. Puis c'est ça, tranquillement, l'amour fait des miracles, hein? On est rendu à Licière dans la partie fromagerie. Donc ici, on est dans la chambre de transformation.
Donc hier, j'ai pasteurisé mon lait parce que je fais un fromage pasteurisé. Et on s'apprête à faire le moulage. Donc on voit ici dans mes bassins, ce qui flotte ici, c'est le lactosérum qu'on appelle. Et c'est un peu comme un jello. Et moi, je fais des fromages d'environ 150 grammes, donc il y a beaucoup de moules à faire. C'est tous des moules individuels, à la louche, individuels, fromage par fromage. OK. Bon. Fait que, ben là, c'est à toi de me montrer. Je vais te suivre par la suite pour voir comment il faut procéder. Pour faire du fromage, pour aller chercher la partie solide, il faut sortir toute la partie eau qu'il y avait dans le lait. Fait qu'on enlève la partie eau, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas travailler dans l'eau, on veut travailler dans le fromage. Bon, moi, je suis prête à commencer. Est-ce qu'il y a une technique en particulier qu'il faut que je sache? Tu remplis ta louche le maximum que tu peux pour remplir ton moule. Le fromage va s'égoutter, ce qu'on dit dans le moule, pendant un autre 24 heures, et il va rester environ 30 % dans le moule qui va être la quantité de fromage. Dans 24 heures, je vais démouler mes fromages. Et l'égouttage va se poursuivre pendant environ un autre 24 heures. L'étape suivante, on est rendu au salage. Donc, je sale mes fromages. Et qu'est-ce que tu fais avec l'eau, comme ça? J'y sers d'engrais dans mes champs. C'est vrai? C'est une matière fertilisante. On l'utilise beaucoup pour l'alimentation animale, encore aujourd'hui. Beaucoup, par exemple, sert à alimenter les porcelets. Les premières années, je le donnais à boire à mes chèvres. Les chèvres se battaient pour en boire. C'est vrai? J'ai arrêté ça parce que j'aime pas la bataille. Ce savoir que tu as, tu essayes de le retransmettre des fois à des gens ou à... J'aime enseigner et j'aime apprendre aussi. Donc oui, il m'est arrivé dans les années passées d'avoir un rôle de consultant auprès de certaines fromagères. Donc il y a de l'entraide entre les fromagers aussi. Oui, moi au Québec, je vous dirais que mes collègues qui sont dans le fromage de chèvre, je les vois plus comme des collaborateurs, je les vois pas comme des compétiteurs. Parce que je pense que dans le marché, il y a de la place pour tout le monde. J'ai participé une fois au concours Casius des fromages au Québec. C'était dans les premières années que j'ai fait de mon fromage. Et j'ai été en finale aussi dans ma catégorie. Ah ouais? Donc, pour moi, le fait que j'ai été en finale pour une première participation, j'avais pas besoin de plus. J'avais la reconnaissance dont j'avais besoin. C'est vrai que ton fromage était de qualité. Effectivement. Dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est tellement prenant du point de vue travail et tout. On a besoin de différentes sources de motivation. Et quand on participe dans des revues comme Ricardo, des émissions de recettes de cuisine, ça l'ajoute une très grande source de motivation. Et ça prouve que notre fromage est de bonne qualité et bien apprécié aussi. Quand Julie Schneider s'est mariée, ils ont choisi un fromage de chèvre à leur mariage. C'était le tien? C'était le mien. C'est vrai? Wow. Finalement, ils ont divorcé pas longtemps. Oui, c'est ça. C'est peut-être à cause du fromage. J'espère que non. Je goûte quand même chaque lot de fromage que j'ai fait. Là, c'est de le goûter tout seul avant, de voir toutes les subtilités qu'il y a dans le fromage. Une fois que vous avez adopté ça, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais on s'entend que quand on rajoute d'autres choses, on perd le goût initial du produit qui est le fromage. Moi, Jacques, j'ai terminé mon plateau. Et toi, tu as bientôt fini ton deuxième. Oui. Alors, tu vas vraiment plus vite que moi, mais c'est pas grave. Merci de m'avoir fait découvrir cette étape dans la production de ton fromage, du moulage. Je vais me dire que les quelques fromages qui sont là, c'est un peu grâce à moi qu'ils existent. On pourrait dire que c'est des fromages français particulièrement. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jacques. Ouais. Ça me fait plaisir, puis au plaisir de partager la bonne nouvelle que comment on fabrique le fromage au Québec. Oui, ouais. Puis maintenant, ça va être de les déguster dans les prochains mois. Ouais. On va laisser passer 2 semaines, là, le temps au fromage là, de se développer. Et puis dans 2 semaines et demie, il va être à son point idéal. Parfait. Je vais revenir. Oui, je reviendrai.